Et d'entre deux séances, il a compris qu'il y avait donc cette émotion et qu'on a parlé à cette émotion et qu'elle revient encore, elle est encore là entre deux séances, il va plus du tout la voir de la même façon. Et il va être capable, comme de lui parler en Hmm, conscience. Chose complètement. que feront peut-être pas les adultes. Et en fait, moi, ce que j'aime à les enfants, c'est leur transmettre plein de ressources pour très tôt apprendre à être maître de leur vie. Et ça, c'est une bombe, quoi. C'est absolument Hmm. génial. Et ce que je constate, c'est qu'on travaille, nous, sur le comportement alimentaire et ses émotions autour de ça, mais que très souvent, ils vont me raconter des anecdotes comme quoi il y a eu une dispute avec les copains et qu'ils n'ont pas pas réagi du tout de la même façon. Comme quoi il y a eu une interro et d'habitude, ils perdent leurs moyens. Et là, ils ont su, alors que on n'a pas travaillé ça, tu vois, mais on a Ouais. donné des outils qu'ils savent immédiatement transposer à toutes les problématiques et ça, c'est génial. Tu es professionnel de l'accompagnement et tu sais combien permettre aux enfants dès leur plus jeune âge de mieux se connaître, c'est leur donner des outils qu'ils pourront utiliser toute leur vie. Parce que clairement, si toi, tu avais eu ces outils-là avant, il y a tellement de fois où tu aurais gagné du temps et de l'énergie dans ta vie. Alors tu es praticien en hypnose, sophrologue, thérapeute, travailleur social en libéral, bref, un professionnel de l'accompagnement qui a choisi d'accompagner les plus petits, les ados et parfois leurs parents, mais en parallèle tu ne te sens pas toujours légitime pour accompagner ce public, tu ne sais pas toujours quoi faire ou comment le faire quand tu rencontres une problématique qui sort un peu des sentiers battus, et il t'arrive même de réaliser que tu limites carrément ton potentiel d'accompagnant à cause de ce foutu syndrome de l'imposteur. Mais en passant, quand tu te limites comme ça, rappelle-toi que ce sont les enfants et les ados que tu as envie d'accompagner que tu prives de tout ce que tu as à partager avec eux. C'est dommage, non? Bienvenue sur Thérapeute Kids, le podcast réservé aux thérapeutes qui veulent accompagner les enfants d'aujourd'hui à devenir des adultes heureux et responsables demain. Si tu ne me connais pas encore, je suis Isabelle Ablin, la fondatrice de Kiddy Mind, une communauté et une plateforme en ligne dédiée aux professionnels de l'enfance. En solo ou accompagné de mon invité, je partage dans ce podcast les meilleurs outils et pratiques à utiliser concrètement dans tes séances, mais également toutes les clés pour asseoir ta légitimité et incarner pleinement ta posture d'accompagnant. Alors installe-toi confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je reçois Émilie André Fumet. Émilie est diététicienne, nutritionniste et hypnothérapeute et elle est spécialisée depuis plus de 10 ans dans l'accompagnement des problématiques de poids et de TCA. Elle a à cœur de pouvoir ramener le plus grand nombre de personnes à ne plus jamais se poser de questions sur leur alimentation en leur permettant de retrouver liberté, sérénité et plaisir. Au cours de cet échange, Émilie partage sa vision de l'alimentation et ce qu'elle met en place dans ses séances, aussi bien auprès des enfants et des ados qu'auprès des parents qui occupent, vous le verrez, une très grande place dans son accompagnement. C'est un échange particulièrement riche au cours duquel Émilie partage avec beaucoup de générosité le cadre qu'elle met en place auprès des parents, auprès des enfants et des adolescents, et puis comment elle utilise l'hypnose et comment elle met cet outil-là au service de sa pratique de la diététique. Mais je n'en dis pas plus pour le moment et je vous laisse tout de suite découvrir notre échange. Bonjour Émilie et bienvenue sur Thérapeute Kids. Je suis ravie de t'accueillir. Comment vas-tu? Très bien, merci beaucoup Isabelle. Merci de m'accueillir. Je suis ravie d'être là. Écoute, c'est un vrai plaisir. On a commencé à échanger un petit peu en off et je sais que cette discussion va être juste passionnante. Est-ce que tu voudrais bien te présenter en quelques mots, peut-être ton parcours et puis voilà ce que tu fais aujourd'hui. Ouais, alors mon parcours, un parcours avec de longues années à trouver ma voie. J'ai d'abord fait 5 métiers totalement différents jusqu'à en arriver à la diététique et où ça a été une vraie révélation. Donc, je suis diététicienne depuis plus de 10 ans et très rapidement, en revanche, en cabinet, je me suis retrouvée limitée avec juste mes connaissances de diététicienne. Donc, quelques mois après mon installation, je me suis vraiment de suite formée à l'hypnose parce que je voyais bien qu'il y avait beaucoup d'émotions derrière notre comportement alimentaire et qu'il fallait aller chercher. Donc la diététique seule ne me permettait pas de me sentir accomplie et de bien accompagner mes patients.
Et du coup, je me suis très vite formée à l'hypnose et ça fait plus de 10 ans que j'ai mon cabinet en libéral et que je travaille sur cette seule et unique thématique qui est notre comportement alimentaire, que ce Mmh. soit avec des enfants ou des adultes. Ouais, merci beaucoup. Et c'est la raison pour laquelle j'ai souhaité t'inviter aujourd'hui, puisque, comme je te le disais, l'idée de Thérapeute Kids, c'est vraiment de mettre en avant à la fois différents outils d'accompagnement et puis des pratiques et la manière dont chacun va pouvoir l'incarner aussi, parce que je crois qu'il est fondamental pour les praticiens, surtout sur des thématiques comme celle de l'accompagnement du poids, qu'ils soient suffisamment bien formés pour pouvoir être ancrés, solides dans leur pratique et ne pas faire n'importe quoi, et pour eux et pour les gens qu'ils accompagnent, et peut-être même encore plus pour les enfants et les ados. Et comme je te le disais en off, c'est vrai que quand j'ai commencé à regarder un petit peu plus comment toi, tu présentais les choses, notamment sur ton site internet, j'ai trouvé ça marrant parce que voilà, j'ai vraiment fait le parallèle entre ton envie d'apprendre aux enfants, puisque tu dis que tu as une approche qui est d'abord scientifique, où tu as envie d'apprendre aux gens à vraiment comprendre ce qui se passe pour eux au niveau de leur alimentation, de ce qui se passe pour eux dans leur corps. Et moi, j'ai vraiment cette envie aussi d'amener les enfants et les ados en particulier à comprendre comment les émotions arrivent, comment ils peuvent les traverser pour qu'ils puissent vraiment prendre la pleine responsabilité de leur vie et de ce qui se passe pour eux. Et j'aime beaucoup cette idée que tu puisses venir partager aujourd'hui comment toi, tu pratiques cette problématique autour de cette problématique spécifique du poids. Euh, Déjà, peut-être avant d'aller un peu plus loin, qu'est-ce qui t'a donné envie de travailler en particulier avec les enfants et les adolescents? Parce qu'il y a beaucoup de diététiciens qui travaillent avec les adultes, mais qu'est-ce qui a fait que toi, tu as choisi aussi de t'orienter auprès de ce public? Alors effectivement, j'ai un DU en nutrition pédiatrique et c'était hyper important pour moi de passer ce DU. Alors, travailler avec les enfants, c'est très particulier parce que dans cette thématique-là, selon l'âge, on m'appelle parfois pour des enfants et en fait, je veux travailler avec le parent pour Hmm. aider l'enfant, mais c'est souvent avec le parent que je dois travailler. Donc ça, c'est déjà un cadre à poser lorsque l'on est dans la discussion téléphonique du parent qui téléphone, de bien déjà réussir à cerner la problématique pour très vite voir, OK, qui je reçois? Est-ce que je reçois l'enfant ou est-ce que je reçois le parent? Dans un second temps, très certainement, je serai amenée à voir l'enfant. Mais très, très, très souvent, je commence les accompagnements en voyant le parent. Et puis, plus on augmente en âge, pour moi, il faut faire très attention au cadre qui est posé. Je crois vraiment, vraiment que de dire à un enfant de 8 ans, viens, maman t'amène voir une diététicienne, c'est une catastrophe. C'est quelque chose à vraiment ne pas faire. Bien sûr, le parent fait ça en voulant bien faire, en pensant à la santé de l'enfant, en pensant à son bien-être psychologique. Mais pour moi, déjà, rien que cette phrase est une catastrophe parce que s'ancre vraiment dans la tête de l'enfant. Maman me trouve grosse et c'est Hmm. terminé. On a mis une image et l'enfant ira dans cette image. Donc, c'est beaucoup plus de la prévention que je cherche à faire. Je trouve qu'il est beaucoup plus intéressant de travailler effectivement avec le parent ou au moins réussir dès ce premier coup de fil à prendre le temps, et ça demande du temps, de discuter avec le parent pour lui expliquer comment amener à l'enfant, OK, le fait peut-être d'aller consulter quelqu'un, mais que ce ne soit surtout pas pris comme cela. Et plus l'enfant grandit, ben, à un moment, ça va devenir sa demande. Et là, bien sûr, si c'est la demande de l'enfant, donc plutôt de l'ado, là, de le recevoir. Et évidemment, à l'adolescence, c'est extrêmement important parce que les troubles du comportement alimentaire se développent très rapidement, très facilement. Et là, bien évidemment, il y a une grosse part d'émotionnel, mais exactement comme tu as dit, je suis là pour accompagner l'enfant. Pas, il n'y a pas de posture haute, je suis là pour lui transmettre. Je crois que tout ce que j'ai pu apprendre au travers mes études a d'abord été également un éclairage pour moi, quelque chose qui coule de source, quelque chose, je crois que si on l'avait tout, on devrait tous savoir tout ça, parce qu'on mange tous les jours, parce qu'on se pose tous les jours des questions sur notre alimentation à cause de tout ce que l'on entend, parce qu'on parle beaucoup trop de ça. Il faudrait beaucoup moins en parler. Et du coup, on se déconnecte de ce qui est simple, ce qui est facile. Et moi, d'avoir tous ces apprentissages avant même de devenir maman. Aujourd'hui, je suis maman de 2 enfants et je vois à quel point cela m'a été utile
pour ne plus me poser de questions en tant que maman de est-ce que je fais bien ou pas. Et c'est comme ça qu'on laisse l'enfant dans quelque chose qui est à la base très animal et instinctif et où tout se passe très bien, très fluide et où c'est bien plus facile qu'on ne le pense et où on les protège du coup des troubles du comportement alimentaire. Mmh. Oui, oui, effectivement, c'est intéressant, tu vois, cette question de la demande entre celle du parent et celle de l'enfant, parce que c'est quelque chose qui revient énormément, effectivement. Quelle que soit la demande, j'ai envie de dire, ou très souvent, le parent a une demande et on s'aperçoit qu'en plus, c'est pas forcément la même demande chez l'enfant. Et donc, du coup, c'est qui tu vas accompagner, comment tu accompagnes. Euh, Toi, justement, comment tu fais quand tu as les parents qui te disent, ben voilà, je vais amener mon enfant parce que je pense qu'il y a des difficultés alimentaires. Euh, Comment tu fais justement pour dire, bah, c'est peut-être d'abord vous que je vais accompagner, comment les parents le prennent, comment tu gères ça? Alors, c'est très variable selon les parents, mais vraiment, c'est plus de 10 ans de pratique en cabinet. Donc, des enfants, j'en ai vu, des parents, j'en ai vu. Mm. Et moi-même, j'ai mis très longtemps à trouver quel était le cadre efficace. Et évidemment, tu évolues d'année en année dans ta pratique. Donc, effectivement, au tout début, j'avais beaucoup de difficultés à faire comprendre cela aux parents, que je voulais les recevoir avant de voir l'enfant. Le parent se mettait très souvent sur une position défensive, mais moi j'ai pas de problème, quelque chose comme ça. Et j'ai certainement progressé dans ma façon de le présenter. Mais en fait, je me rendais compte j'ai vécu des séances beaucoup trop difficiles en cabinet avec en même temps l'enfant et le parent où le parent avait également des mots durs envers son enfant, envers son poids, envers sa corporalité. Et je crois que l'enfant ne doit pas entendre ces mots-là. Donc, dans un second temps, je leur ai expliqué que j'étais là pour eux et qu'il y avait besoin d'un temps où ils allaient pouvoir déposer sur mon bureau leurs angoisses vis-à-vis de ce poids. Peut-être mettre des mots comme je le trouve gros, je la trouve grosse. Ils ont le droit de penser ça. Mais le dire devant un enfant, peut avoir des très forts dégâts. Donc, je crois leur proposer un moment vraiment d'accueil pour tout récupérer, tout ça. C'est important pour moi d'entendre tous ces mots, d'avoir bien le ressenti du parent, c'est important, sans aucun jugement. Et voilà, de leur proposer beaucoup plus un accompagnement en leur disant ensuite je verrai votre enfant et également de leur faire comprendre. Ce que je me suis rendu compte, on en parlait toutes les deux en off, il y a beaucoup d'études là-dessus. Aujourd'hui, des études montrent qu'il y a plus que 29% de la population française qui a ce qu'on peut appeler un comportement alimentaire normal. Donc Mm. moins d'un tiers. Donc ces gens-là, ils ont un comportement alimentaire normal. Qu'est-ce qu'on appelle normal? C'est très instinctif. On dit qu'ils répondent à leurs besoins biopsychologiques. Donc biologique, c'est la faim et la satiété, mais c'est également psychologique. C'est-à-dire, je rentre d'une mauvaise journée et j'ai envie de me faire une tartine de Nutella ou pour les adultes, une bière, et c'est OK. Ils se posent en fait aucune question. Et naturellement, leur corps va équilibrer ça. Et aujourd'hui, très peu de gens ont ça parce on est arrivé dans une alimentation du bien et du pas bien. Qu'est-ce qui est bien, Mm. qu'est-ce qui est pas bien? Malheureusement, je suis maman et j'ai même vu des cours qui aujourd'hui sont faits par l'Éducation nationale qui me font bouillir à l'intérieur quand moi je lis ça. Où effectivement, j'ai eu mes enfants qui ont eu à remplir un tableau, à découper des images et de mettre d'un côté ce qui était bien, de l'autre côté ce qui était pas bien. En haut du tableau, tu avais en haut une petite fille absolument magnifique, toute menue d'un côté, colonne de droite, un garçon tout rond, et il fallait dire qui avait mangé quoi. Donc déjà Wow. la différence aussi, ouais, des sexes, et ça Mm. c'est dans les livres de l'Éducation nationale. Et évidemment, la petite fille à la fin se retrouvait avec de la salade verte et le garçon avec un plateau McDonald's. Et déjà, le Mm. poids, ce n'est absolument pas ça. On peut se retrouver en surpoids avec de la salade. Ce n'est absolument pas le qualitatif, ce n'est pas du tout ça, le poids. Et malheureusement, c'est ce que l'on met de plus en plus. Et donc, on déconnecte de plus en plus de gens de ce qu'est un comportement alimentaire normal. Et de nombreux parents, attention, voulant vraiment bien faire, parce qu'aujourd'hui, il y a une peur, il y a une grossophobie, il y a vraiment une peur du surpoids. Alors, on va de plus en plus aller sur une alimentation qu'on peut appeler healthy. On va imposer aux enfants une alimentation en essayant de les transformer en des mini-nous et les besoins de l'enfant n'ont rien à voir avec les besoins de l'adulte. Clairement, les légumes, ça répond pas aux besoins de l'enfant. Donc c'est normal s'il n'aime pas ça.
Mais aujourd'hui, on les force à manger des légumes. Et en les forçant à manger tout ça, eh ben, on les déconnecte de quelque chose qui était naturel et instinctif. Donc, j'essaie d'expliquer ça aux parents parce que recevoir un enfant de 4 ans pour lui expliquer qu'est-ce qu'on va cuisiner, ça n'a aucun sens. C'est pas lui qui gère tout ça. Donc, Mm. déjà, recevoir le parent, je leur dis bien, dans un premier temps, pour juste vous expliquer. Vous expliquer un peu c'est quoi un comportement alimentaire normal parce que un comportement alimentaire normal, c'est dans l'instinct, c'est chaque enfant. J'ai 2 enfants, ils ont 2 comportements qui n'ont rien à voir l'un et l'autre, et c'est OK, c'est OK. Mon fils est quelqu'un qui va vraiment bien manger aux repas principaux, et aujourd'hui, il fait juste un repas du midi, un repas du soir. Il n'y a pas de petit-déj, et c'est OK. Et tout va bien. Le petit-déj n'est en aucun cas un repas obligatoire. Ma fille est ce qu'on va appeler des grignoteurs, et donc ma fille va manger 5 à 6 fois par jour. Et c'est OK là aussi. Forcément, c'est qu'elle mange des toutes petites quantités, ça ne la tient pas longtemps et elle va remanger et ce n'est pas un problème. Donc, c'est important que le parent entende ça, comprenne ça, le mette en parallèle avec son propre comportement alimentaire lui-même. Et ça apporte beaucoup de sérénité dans la famille. Et après, je vais recevoir l'enfant, mais pas pour lui dire qu'est-ce qu'il est bien ou pas bien qu'il mange. Pas du tout. Ça, on s'en fout. Mais pour travailler juste sur ses émotions, sur ses ressentis, sur ses sensations. Voilà ce que je vais travailler avec l'enfant. Donc, en un, j'ai une part à voir avec le parent qui comprenne bien ce qu'est justement un comportement alimentaire normal. Il faut que je remette déjà le parent dans un comportement alimentaire normal, puis l'enfant. Et le jour où j'ai posé ce cadre, eh ben, il y a plein d'enfants que je n'ai jamais vus en cabinet. J'ai juste vu les parents. Et à partir de là, j'ai eu de bien meilleurs résultats sur le poids de l'enfant que je n'ai jamais vu. Eh oui, mais bien sûr, parce que c'est l'ensemble du système, du coup, qui modifie des choses à la maison. Et donc, tout le monde en bénéficie parce que j'imagine, en tout cas, je vois pour d'autres types d'accompagnement, on voit à quel point l'impact du parent et du cadre que le parent va mettre, lui, en place à la maison, va avoir un impact sur ce qui se passe pour l'enfant. Et donc, ne travailler qu'avec l'enfant, avec un parent qui serait réticent, qui n'aurait pas compris là ce que tu viens de nous expliquer, ça paraît effectivement plus compliqué. Oui, et vraiment transmettre, ce qui est important à transmettre aux parents, c'est que c'est pas de leur faute en fait. Dans le poids, Mm. si aujourd'hui on en est arrivé là, ce n'est pas de leur faute. Les parents, encore une fois, veulent bien faire, sont très inquiets parce que aujourd'hui le surpoids explose et très tôt chez les enfants. Si tu regardes des photos de classe de notre génération ou d'aujourd'hui, à notre époque, il n'y avait pas d'enfants en surpoids et Mm. aujourd'hui, évidemment, ce chiffre ne fait que augmenter. Je crois qu'à notre époque, on se posait nettement moins de questions de qu'est-ce qu'il faut manger, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon. Je crois que nos parents étaient beaucoup plus cool sur certains points et je ne sais pas si des fois, j'imagine, on était enfant et puis on voulait des bonbons, bah, le parent très naturellement, oui, vas-y, prends tes bonbons. Et aujourd'hui, on va proposer aux enfants pour le goûter des graines de chia ou des baies de goji. Alors, je suis navrée, mais en fait, un enfant, non, ça correspond pas, encore une fois, à l'enfant. Et je crois qu'il n'y avait pas de souci avec nos bonbons. Il faut pas y mettre de l'émotionnel ou quoi. Aujourd'hui, on a séparé l'alimentation healthy et l'alimentation plaisir. Tout ce qui est alimentation plaisir est culpabilisant. C'est de l'exceptionnel, c'est pour les anniversaires. Et du coup, on le relie ça à de l'émotionnel et c'est une catastrophe. Il faut pas que la nourriture soit liée à de l'émotionnel. Donc vraiment, pour moi, ce n'est pas la faute, en revanche, des parents. C'est la faute à ce que je te racontais, qui voit dans les cahiers de l'école. C'est tous ces messages, manger 5 fruits et légumes par jour, que l'on voit entre 2 dessins animés sur Gulli. Pourquoi? Pourquoi mon enfant qui a 3 ans, qui n'a pas de problème de poids, parce que lui, il est dans une alimentation animale et instinctive, pourquoi est-ce qu'il voit ça toute la journée 10 fois par jour? Mm. C'est un matraquage et où immédiatement, dès notre petite enfance, on assimile la nourriture avec un problème, alors qu'il n'y en a pas à la base. Mm. Et le parent aujourd'hui va effectivement beaucoup forcer sur les fruits et les légumes, beaucoup prendre ton petit déjeuner parce qu'on entend il ne faut pas sauter de petit déjeuner, le petit déjeuner est le repas le plus important. Et on est beaucoup dans du forcing alimentaire, voulant bien faire, voulant répondre à toutes ces injonctions qu'on entend. Et donc le parent a besoin vraiment d'être rassuré parce que lui, dès qu'il sort de ça, il a l'impression de faire n'importe quoi et d'être un mauvais parent. Alors que non. Et oui, bien sûr. Et puis, ce qui est compliqué, c'est qu'on entend en plus des discours, enfin, on entend tout et n'importe quoi. Tu parles du petit déjeuner, mais effectivement, tour à tour, on va entendre que
sauter le petit déjeuner, ça n'est pas grave. Et puis, à l'inverse, ah ben si, c'est complètement essentiel parce que l'enfant va avoir besoin d'énergie pour tenir jusqu'au repas du midi, etc. Donc, on peut comprendre aussi à quel point les parents et les jeunes d'ailleurs peuvent être perdus dans ce qu'ils doivent faire et l'intérêt effectivement d'être accompagné par quelqu'un comme toi qui va pouvoir en tout cas poser les bases là que tu nous expliques. Et je trouve ça très intéressant, cette idée de revenir à quelque chose d'animal et instinctif, où finalement, c'est la société, notre société qui fait qu'on va mettre plein de surcouches dessus et on va venir mettre des étiquettes sur tel type ou tel type de nourriture. Là où finalement, ce que tu es en train de nous dire, c'est si on laissait les enfants se nourrir de manière complètement instinctive, il n'y aurait pas de problème de poids, en fait. Complètement. Ok. Complètement, vraiment pour moi c'est ça et pour moi c'est pour ça qu'aujourd'hui je forme pour qu'un maximum de gens, au bout d'un moment j'ai ressenti que je ne touchais pas suffisamment de personnes dans mon cabinet, je pouvais pas prendre plus de gens et donc en formant des thérapeutes, c'est également pour leur transmettre ça à eux. Je sais très bien qu'à toutes mes formations, cela impacte énormément la vie du thérapeute, sa famille et de là, il va pouvoir lui également transmettre à ses patients, à ses clients, et ça va faire petit à petit boule de neige pour amener un maximum de gens. Parce que pour moi, je le pense vraiment, je pense que cette manipulation, elle est volontaire. Je pense que on ne veut pas en fait que l'on s'en sorte avec notre poids. Tout cela a été créé. Il y a eu une grosse apparition dans les années 80 avec l'apparition également de la télévision, de beaucoup plus de médias, de ce mot régime qui a été complètement détourné. Et à partir de là, je crois que c'est parti en sucette complet, quoi. Avant, encore une fois, il n'y avait pas, nos grands-parents, il n'y avait pas de problème de poids. Et pourtant, est-ce qu'ils savaient l'importance des oméga 3? Est-ce qu'ils savaient qu'est-ce qu'apportaient les graines de chia? Ainsi de suite. Ils n'en savaient rien et ils s'en portaient très bien. Aujourd'hui, on n'a jamais été autant experts sur l'alimentation. Concrètement, toutes ces informations nous ont servi à quoi? Et on a basculé encore une fois dans une alimentation de il faut. Dès qu'on est dans une alimentation de il faut, tu comprends bien que c'est une alimentation qui est déconnectée de soi. Il faut que tu manges ceci à telle heure et comme ça. Tu oublies toi, qui tu es, tes émotions, ce que tu aimes. Donc, on est dans une alimentation qui est immédiatement déconnectée, en dissociation. Et dans le poids, nos clients, qu'ils soient enfants, ados, adultes, sont complètement dissociés. Ils sont plus du tout associés à eux. Comment peut-on penser une seule seconde que cela va marcher, va fonctionner? Alors que le poids est une traduction de mes ressentis internes, de mes ressentis corporels, de mes propres besoins, donc de ma faim, de ma satiété. Comment peut-on penser une seconde que cela va marcher si c'est déconnecté? C'est totalement impossible. Donc oui, ça peut être beaucoup plus facile. Aujourd'hui, on a ancré dès tout petit que l'alimentation était problématique, qu'il y a un problème avec l'alimentation. Il n'y a pas de problème avec l'alimentation, il y a un problème avec notre vision, notre regard, et ça a été complètement manipulé et créé par cette société. Et du coup, c'est de pire en pire, le chiffre du surpoids fait qu'augmenter. Alors, j'ai une question quand même par rapport à cette vision que la société nous fait avoir de l'alimentation. Qu'est-ce que tu penses, toi, quand même, de l'industrialisation, tu vois, de la nourriture et du fait que, parce que effectivement, il y a 30, 40 ans, on mangeait pas de graines de chia et on n'avait pas, probablement pas autant conscience aujourd'hui des bienfaits de tel et tel apport. Et pour autant, on sait qu'il y a aussi une évolution dans la quantité et le nombre de produits industriels disponibles. C'est quelque chose qui est très martelé comme étant mauvais pour la santé. Tu vois, je pense au Nutri-Score, là où on te dit sur tel type de gâteau, blablabla, etc. Est-ce qu'il t'arrive de faire, par exemple, un état des lieux avec certains parents et puis de t'apercevoir qu'il y a une base d'alimentation qui nécessite quand même d'être revue? Tu vois, je pense à des familles qui seraient dans un rythme de vie qui fait qu'ils n'auraient pas forcément le temps, effectivement, d'avoir une consommation alimentaire suffisamment large et diversifiée et qui ferait qu'il y aurait beaucoup de produits industriels, par exemple. Oui, alors ça, je suis d'accord avec toi, c'est qu'en fait, dans ma théorie, l'industriel
est quand même en grande partie à limiter. C'est pas bannir, il faut encore une fois qu'il n'y ait pas d'interdit. Mais malheureusement, avec l'industriel, et là également, je pense que c'est volontaire et fait exprès, dans les produits industriels, ils bourrent de produits pour t'ouvrir la faim. Ce qui Mmh. fait que quand tu manges, tu ne vas jamais ressentir la satiété, tu ne vas jamais être rassasié. Prenons l'exemple d'un marbré assez célèbre. Il m'arrive bien évidemment d'en acheter. Mes enfants un jour me disent, Maman, on peut inviter des amis cet après-midi? Oui, j'ai pas le temps de faire un gâteau maison ou autre. Je passe au supermarché à côté et je peux en acheter. Honnêtement, si moi-même j'ouvre ce gâteau et que je commence à le manger, je suis totalement capable de m'envoyer les trois quarts de ce gâteau en question sans aucune difficulté. Et Mmh. vraiment, en sensation, j'ai la sensation d'avoir avalé un nuage. Vraiment, c'est très aérien. OK, en termes de calories, j'ai pas avalé un nuage, je te le garantis. Et en fait, je pense vraiment que c'est volontaire. L'industriel, ça l'intéresse pas que l'on mette une semaine à finir ce gâteau Mmh. qu'on le finisse en un coup et qu'on rachète quelque chose. Et donc, effectivement, c'est que ces produits qui sont vraiment très mauvais nous ouvrent complètement la faim et font qu'on envoie tout dans nos stocks. Et donc, tu manges et puis tu as toujours faim, tu as toujours faim, tu as toujours faim et tu te charges, tu te charges, tu te charges en calories, mais ton corps ne peut pas transformer ça en énergie. Or, c'est pour ça quand même que l'on mange pour fabriquer de l'énergie. Alors que tu fais ce même gâteau, mais fait maison, oui, tu y mets du sucre et tout ça, il n'y a pas de souci. Et là, en fait, tu manges une jolie part, tu as pris du plaisir et tu te sens rassasié, tu te sens Mmh. nourri. Tu vois Mmh. la différence? Ouais, Donc voilà, complètement. effectivement qu'on ne peut pas y arriver avec de l'industriel. Et je pense qu'effectivement, on s'est perdu. Et là, encore une fois, c'est la société qui nous pousse qui nous parle constamment que du travail, que de l'argent, que des soucis financiers. Donc même si tu bosses, tu auras des soucis financiers. C'est un peu ça aujourd'hui les messages véhiculés. Et donc tous, on est complètement stressés, on est complètement dans des rythmes de vie infernaux. Et on oublie l'essentiel, on oublie notre vie, on oublie notre bien-être, on oublie ce qui vraiment nous rend heureux et nous fait plaisir. Et c'est là où il faut responsabiliser effectivement le parent et voir à un moment le parent, je veux bien accompagner ton enfant, mais si tu lui donnes que de l'alimentation industrielle, ça va pas le faire. Mmh. Et est-ce vraiment OK. la responsabilité de l'enfant? Donc, dans un premier temps, de voir le parent pour lui expliquer ça. Et ça peut être très facile, en revanche, Mmh. l'alimentation équilibrée. Aujourd'hui également, les images Instagram. Dès qu'on te parle d'alimentation équilibrée ou quoi, tu vois tellement quelque chose d'incroyablement beau avec la moitié des ingrédients, tu sais pas ce que c'est, que tu te dis, bah, je sais pas faire ça, donc Eh oui. je vais faire que de la merde. Bon, mais je crois qu'il y a un juste milieu à trouver là-dedans. Ça peut être très facile, mais les gens ne savent plus. Et ils ont Mmh. vraiment besoin qu'on leur transmette, qu'on leur réapprenne ce que ça peut être. Ça peut être très facile et oui, il y a besoin des parents pour du coup après bien guider l'enfant. Mais avec l'enfant, je vais juste voir, encore une fois, les émotions, le comportement, comment ces Mmh. émotions jouent sur son comportement alimentaire. Oui, oui, on va y venir, mais voilà, en tout cas, ce- la précision que j'avais besoin d'avoir, c'est qu'il t'arrive, du coup, d'accompagner certains parents à revoir quand même Ouais. la base de l'alimentation Complètement. pour Mais pouvoir là encore, revenir. c'est Ouais, aussi, c'est surtout en leur transmettant, pas en les culpabilisant. OK, bien ils ont fait sûr. ça. En leur transmettant et en leur transmettant, ça sert à rien de dire non, l'alimentation industrielle, c'est pas bon, il faut fait maison. Très bien. Il faut leur prouver. Il faut prouver par A plus B. Donc oui, je leur fais des schémas de biochimie du corps, très simplement, ils sont tous en capacité de comprendre, mais surtout pour dire, regardez, quand on mange ça, voilà comment je me sens. Voilà comment je me sens émotionnellement, parce que ce que l'on Mmh. mange nous fait produire des hormones qui vont bouger nos émotions. Et ils sont tous capables eux-mêmes de dire, mais oui, mais dingue, c'est vrai. Et une fois qu'ils ont bien compris, qui du coup arrivent à mettre en parallèle qu'est-ce qu'ils font, entre guillemets, à leurs enfants, là, ils sont OK pour faire des efforts. Mais il faut vraiment que ça passe par les ressentis internes. Et après, c'est des choix. Regarde quand tu manges ça comme ça, l'industriel ou quoi. T'es fatigué parce qu'on produit des hormones qui fracassent niveau énergie. T'es fatigué, t'es comme si, tu es énervé. L'enfant va être nerveux. Il y a plein de choses. Et quand ils arrivent à le voir, alors que quand on fait la même chose mais fait maison et en 5 minutes c'est fait, eh ben, on est complètement différent en termes d'énergie, en termes d'envie de faire des choses. Et quand ils arrivent à faire la distinction, à dire oui, effectivement, eh ben, c'est gagné, c'est des habitudes de vie, de prendre soin de soi, d'être vivant. Donc, voilà, je dis retourner à une alimentation vivante dans la Mmh. compréhension. Et là, ils sont bien sûr OK. Ouais, c'est très intéressant parce que tu vois, je fais le parallèle avec les accompagnements que viennent chercher les parents en hypnose enfant.
quelle que soit la problématique, là, pour le coup. Et je trouve qu'au travers du prisme de l'accompagnement sur le poids, ça nous donne vraiment à voir combien poser son cadre est important, combien travailler sur le système familial est fondamental. Et c'est quelque chose qu'on voit moins sur certaines problématiques, tu vois, qui vont moins impacter en plus la famille. Et donc, merci de nous dire tout ça parce que je trouve que c'est vraiment intéressant de voir combien, effectivement, quand il y a une prise de conscience de la part des parents, ça va pouvoir, en cascade, pouvoir impacter toute la famille. Oui, Euh, parce qu'il y a un cercle aussi, un cercle vicieux en fait à couper. Imagine lorsqu'il y a une problématique de poids qui commence à arriver dans une famille. Bien évidemment, plus la problématique de poids arrive, plus le parent va chercher à contrôler hmm, l'alimentation. Et c'est le contrôle qui mène à des problématiques de poids. Plus il va également être en stress. Être en stress avant même que le repas arrive, le stress va monter, comment ça va se passer, comment... Et, et là, on va associer du coup, le cerveau de l'enfant va vraiment associer l'alimentation à quelque chose de conflictuel et de stressant. Et aider à accompagner les enfants en leur redonnant là également la main, parce qu'enfin, en les coupant de ces injonctions de la société et en leur redonnant la confiance également en eux pour accompagner là-dessus, d'un coup, poum, la pression, elle diminue énormément et c'est ça qu'ils apprécient le plus généralement, c'est que enfin, il y a de la sérénité, il y a plus de questions, il y a vraiment du bien-être et on revient à un moment agréable et de partage et où là-dedans, chacun a sa personnalité alimentaire, chacun a son comportement alimentaire, chacun a ses propres besoins et beaucoup de fluidité, de sérénité là-dedans. ouais, complètement. J'aimerais qu'on entre un petit peu plus dans le détail justement de l'accompagnement des enfants. Euh, Quand tu les accompagnes, puisque j'ai bien compris que c'était pas toujours le cas, en tout cas que c'était pas toujours Ouais. nécessaire, mais lorsque tu te retrouves à accompagner les enfants en séance et par rapport à cette problématique de poids, comment est-ce que tu les accompagnes? Alors, ma question est très large, hein, mais tu vois, peut-être qu'on peut partir de ces enfants qui ont entendu ces étiquettes dont tu parlais au début et où tu disais, ben, il ne faudrait pas que les enfants entendent ces mots-là. On va chez une diététicienne, tu es gros, tu es grosse, ou tu es en surpoids, poids, ou tu as un problème avec l'alimentation, etc. Comment toi, tu vas accompagner les enfants par rapport à ce vécu-là? Et puis peut-être comment, déjà, est-ce que tu intègres l'hypnose dans tes accompagnements et comment tu vas pouvoir l'intégrer par rapport à ça? Alors, il y a plusieurs étapes dans l'accompagnement une fois que je reçois l'enfant. Euh, Déjà, le premier point, c'est de le rassurer. Notre poids, il est d'ordre génétique. Et on ne peut rien faire face à notre génétique. Donc, il est très important que le professionnel qui accompagne, quel qu'il soit, vérifie également, tiens, quelle est la génétique de l'enfant en face de moi? Parce que demander à quelqu'un qui a son poids de forme de perdre du poids, il n'y arrivera pas. Et donc, c'est juste maintenir dans une situation d'échec et de souffrance. Donc, le Mhm. premier point, ça, c'est plus qu'hyper important. Et tout professionnel, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je forme, parce que j'estime que tout professionnel qui accompagne dans le poids, qu'il soit diététicien ou pas. Donc, tout parent n'amènera pas l'enfant chez une diététicienne. Certains, ce sera chez simplement un hypnothérapeute, un psychologue. Voilà. Pour moi, tout accompagnant qui accompagne dans le poids doit être absolument parfaitement formé, parce que sinon, on va, on va faire des erreurs. Donc, c'est ce que je transmets dans mes formations, d'apprendre également tout cela, de comment on trouve le poids génétique d'un enfant. Euh, Notre génétique n'évolue pas au cours de notre vie. Donc, à un moment, on faisait un certain poids et puis après, on sort de ce gabarit c'est pas normal. Voilà. Et ça, il y a par exemple le carnet de santé qui donne énormément d'indications là-dessus. Donc, c'est très, très, très important d'apprendre à vérifier, même si on n'est pas professionnel de santé. On dit bien aux parents, écoutez, voilà, je ne suis pas professionnel de santé. Maintenant, un carnet de santé peut me permettre de voir si la prise de poids, elle est émotionnelle, si la prise de poids, elle est sur des erreurs de transmission parentale, de mauvais comportement familial. On arrive à voir tout ça dans un carnet de santé. Mhm. Donc, c'est déjà super important. Et d'expliquer ça à l'enfant, du coup, si je me rends compte qu'il n'est pas dans le couloir de poids où il devrait être, c'est de bien lui montrer.
c'est avec des schémas, de lui dire, voilà où toi, tu es censé être. Et tu vois que tu y es pas. Ça veut dire que tu es sorti émotionnellement. Donc, si on travaille bien sur tes émotions, rien ne nous empêche de revenir à notre poids génétique. Et du coup, on lui a d'un coup mis une nouvelle image dans la tête. Ce n'est plus tu es l'enfant gros et tu es peut-être comme papy qui, à partir de 65 ans, a pris du poids et est devenu en fort surpoids. Non. C'est papy non plus n'avait pas à devenir comme ça. Et donc, on lui a enlevé une image et on lui en met une autre. Et là, d'un coup, on voit bien qu'il y a poum, un poids énorme sur les épaules qui est dit immédiatement déposé. C'est oui, c'est possible. Et après, on va donc apprendre à l'enfant qui s'est déconnecté de ses sensations animales et instinctives, que ce soit par éducation, finis ton assiette, qu'il faut effectivement bannir, alors que l'enfant savait s'écouter. Si tous les jours on lui demande de finir, bah, il sait plus s'écouter après, c'est Et normal. oui. Voilà. Donc, que ce soit par cette raison-là, ou que ce soit par émotionnel, ça aussi, le carnet va le montrer si c'est un choc émotionnel. Et donc, on va pouvoir reconnecter l'enfant à ses vraies sensations, à aller les retrouver. Elles sont toujours là à l'intérieur de nous. L'hypnose va nous permettre de les remettre en pole position, de le réaccorder à ses sensations. Et s'il y a émotionnel, de travailler l'émotionnel qui a détaché de ces sensations-là. Mais il y a des mots à ne jamais prononcer dans ces prises en charge-là. Le mot poids ne sera jamais prononcé, le mot surpoids ne sera jamais prononcé, on ne parlera jamais du corps et pourtant l'enfant reviendra à sa corporalité normale avec l'accompagnement. Ouais, OK. Et comment tu intègres l'hypnose justement dans tes accompagnements avec les enfants? Bah, alors avec les enfants, c'est une facilité qui est assez extraordinaire. L'enfant vit dans ce monde de l'hypnose qui est tout simplement le monde de l'imaginaire. Donc on est en train de discuter assis par terre l'un à côté de l'autre et ça part d'une histoire que l'on va raconter, ça part d'un jeu que l'on fait ensemble et il n'y a pas besoin d'induction, de mise en transe ou quoi que ce soit. Il y est absolument instantanément. On va parfois, oui, lui demander, hop, tu fermes les yeux, tu vas chercher quelque chose au fond de toi. Il y Mmh. va. Et puis généralement, l'enfant, il trouve et hop, il réouvre les yeux. Donc ça peut dérouter quand on n'est pas formé aux formations enfants. Tu formes aux formations enfants. Donc un hypno qui a beaucoup plus l'habitude de l'adulte, qui c'est pas du tout la même façon de réagir. Donc il va se dire, mince, il n'est pas en état d'hypnose ou quoi. Si, bien sûr que si. Et donc il va réouvrir, il va nous dire qu'est-ce qu'il a trouvé avec une spontanéité. Ouais. Et ok, très bien. Allez, on y retourne. Tu vas rechercher autre chose maintenant. Tac. Et ça fait en fait des à-coups, des saccades qui vont amener aussi à des transes plus profondes. C'est très naturel. C'est très naturel. C'est très facile. Et du coup, même, ça peut aller très, très vite, les accompagnements enfants, alors que des accompagnements poids chez l'adulte, je vais souvent être à 4-5 séances d'hypnose pour sortir définitivement de ce comportement. Avec les enfants, 1 ou 2 séances peut suffire. Ils se reconnaissent très vite. Mmh. Oui, oui, c'est sûr qu'il y a beaucoup moins de barrières qu'avec les adultes. Et effectivement, hein, moi, je le vois parmi les collègues que j'accompagne dans Kiddy Mind. Clairement, les enfants sont très spontanés, vont pouvoir très rapidement entendre cette petite voix que les adultes vont avoir parfois du mal à entendre, ou parce qu'ils ont tellement pris l'habitude de la mettre sous un couvercle que c'est compliqué de pouvoir y accéder à nouveau. Euh, qu'est-ce que ça, qu'est-ce que ça amène de plus, toi, dans tes... Parce que donc, tu étais d'abord diète et tu t'es formée à l'hypnose Ouais. ensuite. Qu'est-ce que ça amène de plus dans tes séances d'être formée à l'hypnose, justement? Ou qu'est-ce que ne pas avoir accès à cet outil-là, ça t'aurait enlevé ou pas permis de faire, justement, par rapport à cet accompagnement émotionnel que tu évoquais? Ah, pour moi, c'est une évidence parce qu'en fait, peu importe l'âge où on reçoit, que ce soit enfant, ado ou adulte, il y a un moment où la personne s'est donc déconnectée de ses sensations. Pour moi, on est tous nés avec la parfaite écoute de la faim et de la satiété. C'est ce bébé, tu vois, qui pleure quand il a faim. On lui donne Hmm. le biberon, il sait pas encore utiliser les mains. Et tu vois, d'un coup, paf, il va tourner la tête pour enlever sa bouche de la tétine, pour s'éloigner du biberon. Tout parent, on l'a tous fait, d'essayer de faire finir le biberon en espérant enfin faire une nuit complète. On l'a tous fait, mais c'est pas, il faudrait pas le faire. Je l'ai fait aussi, je te rassure. Et là, tu vois l'enfant qui bouge la tête pour ne pas prendre la tétine. Tu la vois cette image, tu vois? Et ben là, on a vraiment la parfaite expression de la faim et de la satiété. Et les gens qui n'ont jamais pris de poids dans leur vie, qui sont toujours restés dans leur gabarit, c'est des gens qui ont gardé ça. C'est des gens qui un jour vont pouvoir te dire, j'ai la dalle, et ça peut être impressionnant ce qu'ils mangent.
Mais cette même personne amène-lui son gâteau préféré, ce que tu veux, et il vient de finir de manger, tout ça, il n'a pas faim, il va te dire, ben non, je te remercie, j'ai pas faim, bah tiens, je le prends, je le mangerai plus tard. Donc sous-entendu, je le mangerai quand j'aurai faim. C'est des gens qui sont incapables de manger quand ils n'ont pas faim. Et certains, donc, se sont déconnectés de ça. Encore une fois, soit par l'éducation, soit par de l'émotionnel, soit par un traumatisme émotionnel. Et ce que je trouve dans les accompagnements, c'est que le lien n'a jamais été fait entre quand est-ce que je suis sortie de ce comportement animal et instinctif et pourquoi j'en suis sortie. Mm, mm, Le lien, il n'est pas fait. Parce qu'également, ça peut mettre des années. Il s'est passé un événement, quelque chose, on m'a dit des choses, il s'est passé un événement traumatique et mon poids a réagi, mais des années après. Donc, il y a un espace-temps entre les deux. Et tu auras beau, du coup, accompagner la personne sur le côté diététique, à ce qu'il ait une alimentation vivante en réponse avec les besoins de son corps ou autre. Des fois, ce lien émotionnel, il est beaucoup trop fort et présent. Il va par exemple envoyer des sensations de faim que j'appelle de la faim addictive. Ce n'est pas une réelle sensation de faim, c'est pas ça. Et donc, ça ne correspond pas à des besoins de ton corps. Mais tu as mm. vraiment faim. Que veux-tu faire? Tu vas pas ne pas manger, on peut pas t'affamer. Mais il faut trouver, il y a quoi derrière cette faim addictive? Qu'est-ce qui pousse à et couper ces liens qu'a fait ton cerveau entre l'alimentation et pour moi, jamais de la vie avec tous les accompagnements que j'ai faits, aucun inconscient n'a voulu que l'on soit en surpoids, que l'on ait des problèmes de santé, que l'on ait mal aux articulations, mal au dos, absolument jamais. Cette partie de nous qui nous pousse quelque part à manger, je te garantis, c'est celle qui nous aime le plus. Et elle Hmm. veut vraiment quelque chose pour la personne, quelque chose de positif. Ça peut être de l'ordre de affirme-toi, prends ta place ou de protéger d'émotions trop fortes de l'extérieur, d'agressions de l'extérieur, de ne serait-ce que un couple parental qui divorce et l'enfant qui voit bien toutes ces émotions. Et à un moment, le cerveau cherche à mettre une barrière de protection et utilise le corps. Mais son message derrière, c'est je t'aime, je veux le meilleur pour toi. Et donc, il faut absolument remonter. Et ça, je crois qu'il y a pour moi, quasiment aucun autre outil que l'hypnose aussi, le FT, il y a deux, trois autres choses comme ça, Mm. qui peuvent aller chercher, mais au niveau conscient, tu ne sais pas le lien. Tu ne le connais pas au niveau Eh conscient. oui. Tu as beau Mm. réfléchir à ta vie, tu te tromperas même. Des fois, par exemple, on va focaliser sur, tiens, il a pris du poids à 10 ans. Mais ça, c'est le ricochet, tu vois. C'est pas, le problème ne venait pas de l'âge de 10 ans, mais pouvait venir de l'âge de 6 ans. Donc, le lien n'est pas fait, mais tant que tu n'auras pas trouvé les émotions et les événements sources et que tu n'auras pas coupé le lien, le poids ne partira pas. Donc, pour Mm. moi, l'hypnose est un outil absolument essentiel et vraiment libérateur. Et d'un coup, vraiment, le poids, pour ça qu'il ne faut pas se focaliser dessus. Le poids est un symptôme. Comme si tu as mal à la tête et que tu prends tous les jours un Doliprane, au bout d'un moment, il va peut-être falloir aller voir pourquoi tu as mal à la tête et arrêter le Eh oui, bien sûr. Doliprane. Mm. Donc le poids, pour moi, c'est pareil, d'en dire qu'est-ce qu'il faut manger, mange des pommes plutôt qu'un gâteau au chocolat. Ça n'a aucun sens. Et il faut aller voir pourquoi je me suis déconnectée. Hmm. Est-ce que ça t'arrive justement parce que ça c'est quelque chose qu'on fait beaucoup quand on accompagne les enfants, de pouvoir aller discuter, alors avec les adultes aussi, mais je trouve qu'il y a un ping-pong qui est tellement souvent euh, plus vif avec les enfants, de pouvoir discuter avec alors, l'émotion souvent qui est désagréable ou celle qui nous embête ou cette partie de nous qui fait que ça crée ce comportement dont on a ras-le-bol. Est-ce que ça t'arrive d'accompagner justement à échanger, à ce que l'enfant échange avec cette partie de lui qui dit j'ai faim et qui n'est pas une vraie sensation de faim? Ben oui, complètement. Ouais, C'est ça le principe. c'est Ouais, ça le ouais, tout à principe. fait. Ok. Tout à fait. Et jusqu'à se réconcilier, c'est adulte ou enfant, c'est comme s'il y avait deux parts de nous. Il y a une part de nous qui veut être à son poids de forme, qui veut perdre du poids ou quoi. Et puis au quotidien, qu'est-ce qui se passe? Souvent, le comportement n'est pas raccord avec cet objectif. Donc c'est comme s'il y avait une dualité à l'intérieur de nous. Et encore une fois, cette part qui répond pas à ce qu'on veut, encore une fois, en fait, c'est elle qui vraiment pour moi nous aime le plus. Je crois qu'elle a
totalement conscience de notre âme, elle a totalement conscience de comment on peut être heureux dans notre vie, de qu'est-ce qu'on doit faire, de qui je suis, de qu'est-ce que je dois accomplir pour me sentir pleinement épanouie, pleinement moi. Et tant qu'on n'aura pas entendu cette part d'elle, quelque part, elle lâchera pas parce qu'elle veut vraiment qu'on l'entende. Et en l'ayant entendu, alors, et si on accepte sa demande de vivre notre vie, d'être bien, de ce qu'elle peut nous demander, alors elle accepte de Mm. lâcher parce qu'elle sait qu'on va être sur le bon chemin, qu'on va aller sur le bon chemin. Et l'enfant, ce qui est formidable, c'est qu'il est OK avec tout ce qui sort en hypnose. Il est OK avec ça. Ça lui pose pas de problème, ça le perturbe pas. On, on apaise tout ça. Et ce que j'aime particulièrement avec les enfants, il n'y a pas que l'hypnose. C'est que je trouve que l'enfant, il a une très forte capacité de compréhension et de travailler également sur lui. Et d'entre deux séances, quand il a compris qu'il y avait donc cette émotion et qu'on a parlé à cette émotion et qu'elle revient encore, elle est encore là, entre deux séances, il va plus du tout la voir de la même façon. Et il va être capable, comme de lui parler en Mm. conscience. Chose Complètement. que feront peut-être pas les adultes. Et en fait, moi, ce que j'aime à les enfants, c'est leur transmettre plein de ressources pour très tôt apprendre à être maître de leur vie. Et ça, c'est une bombe, quoi. C'est absolument Mm. génial. Et ce que je constate, c'est qu'on travaille, nous, sur le comportement alimentaire et ses émotions autour de ça, mais que très souvent, ils vont me raconter des anecdotes comme quoi il y a eu une dispute avec les copains et qu'ils n'ont pas pas réagi du tout de la même façon. Comme quoi il y a eu une interro et d'habitude, ils perdent leurs moyens. Et là, ils ont su, alors que on n'a pas travaillé ça, tu vois, mais on a Ouais. donné des outils qu'ils savent immédiatement transposer à toutes les problématiques. Et ça, c'est génial. Ah, mais je te rejoins complètement. C'est vraiment la vision avec laquelle j'ai créé Kiddy Mind, hein. C'est permettre aux enfants et aux ados d'acquérir des outils qu'ils vont pouvoir utiliser toute leur vie. Parce que je crois vraiment que d'une, ils vont les intégrer beaucoup plus rapidement que la plupart des adultes, parce qu'il n'y a pas toutes les couches et les surcouches qui se sont installées au fil des années. Et puis, c'est génial, là, ce que tu partages de, bah voilà, on a travaillé sur telle dimension autour de la faim, du poids, etc. Mais déjà, cette manière de s'écouter et de pouvoir accueillir différentes émotions, elle est déjà en train de, de rayonner dans les autres sphères de sa vie, en fait, avec un apprentissage qui se fait non pas sur une seule corde, mais sur plusieurs finalement. Et ça, c'est un vrai cadeau, je trouve, qu'on fait aux enfants en leur permettant de pouvoir se connaître de cette manière-là. C'est chouette. Ouais. C'est ça, c'est pour moi tout comportement, quel qu'il soit, la colère, le comportement alimentaire, tout comportement naît d'une émotion. Et Mm. quand tu transmets ça en fait à l'enfant, et que tu leur expliques et qu'il comprend que d'une émotion a donc surgi un comportement, ils accueillent du coup, au lieu d'ignorer à partir de là leurs émotions, ils les accueillent. Tiens, c'est quoi cette émotion qui monte? Qu'est-ce qu'elle veut me dire? Et du coup, ils arrivent à jouer avec et à ce qu'il n'y ait plus du coup de comportements délétères qui viennent s'associer parce qu'on cherchait à ignorer. Je trouve on a beaucoup un comportement à vouloir travailler contre soi dans le comportement, par exemple, alimentaire. On a des compulsions, on va dire, ah ben non, il faut, avec l'hypnose, enlever les compulsions. Pas du tout. Pas du tout. Non, on les laisse. Elles sont super intéressantes, tellement qu'elles nous apprennent de choses sur l'émotionnel et sur la construction de la personne. Et on va travailler à ce que elles ne soient plus compulsions que j'appellerais pathologiques, mais qu'elles deviennent juste se faire du bien. Et c'est possible de Mm. transformer une compulsion en se faire du bien, que ça ne soit pas pathologique et que cela n'impacte pas ni ma santé, ni mon poids, mais ça reste humain. Si on veut complètement tout enlever, on va péter les plombs sur autre chose. Donc, oui, une tartine de Nutella quand je vais pas bien, c'est OK et il faut que ça reste OK, quoi. Ouais, merci. Je vois l'heure qui tourne. Ouais. J'ai encore deux questions pour toi. La première, c'est par rapport à tous alors en particulier les praticiens en hypnose, puisque là on parle de diète et hypnose, qui euh, très régulièrement sont sollicités, notamment en tout cas pour ceux qui travaillent avec les enfants, sur les problématiques de poids et qui ne sont pas forcément formés. Donc, toi, tu formes, et je mettrai tous les liens dans les ressources du podcast pour les gens qui voudraient aller plus loin avec toi. Mais pour autant, ces praticiens reçoivent ces enfants et leurs parents. Et donc, très souvent, il y a un premier contact téléphonique, parfois une première séance, parfois vraiment un début
d'accompagnement. Qu'est-ce que toi, tu dirais aux praticiens en hypnose? Quel est le truc qui doit les alerter pour se dire, là, c'est plus dans mes compétences et il faut que je puisse réorienter à quelqu'un qui vraiment a les outils pour pouvoir bien, entre guillemets, accompagner cette problématique. Ouais. Alors, je crois qu'ils ont les outils pour faire bien, mais que c'est une problématique qui est tellement large que si tu vois pas tous les pans de cette problématique, ça va pas marcher. Donc, je Mm. crois qu'ils peuvent totalement s'occuper de la gestion émotionnelle, des émotions de l'enfant. Mais en revanche, si encore une fois, on n'explique pas à l'ensemble de la systémie, donc aux parents et à l'enfant, qu'est-ce que c'est un comportement alimentaire normal? Si l'on ne vérifie pas ce fameux poids génétique, euh, tout ça, c'est pas possible. Donc, on peut travailler également en parallèle, de dire, OK, moi, je vais vous recevoir et j'aimerais que vous ayez faire un point, un bilan une fois avec une diététicienne alors spécialisée en pédiatrie, parce que tout ça, c'est vraiment des choses que l'on voit en DU de pédiatrie et pas dans notre cursus de formation initiale. Donc, pour vraiment au moins faire ce bilan qui est essentiel et très important de est-ce que l'enfant est à son poids génétique euh, et de bien expliquer, quelqu'un qui puisse bien transmettre c'est quoi un comportement alimentaire normal. Donc, quand on voit que ça a entraîné l'état d'alerte, c'est que ça a entraîné un état de tension très palpable chez tout le monde, chez les parents, chez les enfants, que les parents ne savent plus quoi faire, que le repas engendre beaucoup de stress. Forcément, là, ils vont de plus en plus avoir eux-mêmes des comportements déviants en cherchant à Mm. contrôler et il faut remettre ça. Mais pour ça, ils ont besoin, parce que tu l'as dit, il y a tellement de messages à droite, à gauche, à la télé, dans les magazines féminins, dans tout ça, qu'on ne sait plus qui croire et quoi croire. Et donc, ils ont vraiment besoin de se sentir en confiance avec quelqu'un d'expert, de formé et qui va vraiment expliquer de manière, je crois, scientifique en transmettant les ressentis. Voilà. Donc, on peut travailler en partenariat, Mm. mais savoir effectivement, je crois qu'on les sait généralement, nos propres limites et de bien s'entourer autour d'autres professionnels. Mm. Complètement. Et puis, bah, est-ce qu'il y aurait un livre ou une ressource, quelque chose qui, toi, a transformé ta pratique ou t'a profondément marqué et que tu aimerais partager aux collègues? Alors moi, c'est plutôt des rencontres dans des staffs en hôpital ou autres avec des grands professeurs avec qui j'ai pu travailler. En termes de livres, il y a évidemment les livres sur Dr Zermarty et Appleforth qui sont vraiment sur une alimentation où il n'y a pas de problème, là aussi. Le seul bémol, c'est que justement, pour moi, il me manquait la partie explication vraiment très précise, de dire aux gens, mange quand t'as faim. Ouais, ben ok, super, c'est sympa, je t'ai attendu pour essayer. Donc, tu vois. Donc, je crois vraiment que les gens ont besoin vraiment de bien comprendre toute la construction et ça manque. Au niveau de l'alimentation pédiatrique, il y a les livres et les recommandations de professeur Patrick Tounian, Tounian, qui est le président de la Société française de pédiatrie et qui apprend vraiment aux parents, stop, cool, quoi. Bien sûr, vous pouvez amener vos enfants à McDonald's, bien sûr, c'est pas le quotidien, mais voilà, il met beaucoup de détachement, beaucoup de simplicité et c'était le directeur de mon DU et ça a été un grand moment, Mm. effectivement, cet homme. Une belle rencontre. Ouais, super, merci. Est-ce que tu veux bien nous dire quelques mots sur ta formation qui s'appelle diététique, je crois, Ouais. et puis où est-ce qu'on te retrouve si des parents nous écoutent et souhaitent, même si j'ai bien compris que ton agenda était très chargé, mais voilà, à quel endroit est-ce qu'on peut te retrouver? Alors, la formation, c'est effectivement diète, mais diète, D-I-E-T, apostrophe, éthique. C'était volontaire, évidemment, ce jeu de Mm. mots. Je pense que tu comprends immédiatement par là, c'est que je suis contre la diététique, comme on l'entend aujourd'hui, cette alimentation du bien, pas bien. Je suis pour une diète éthique qui prend en compte nos rythmes de vie, la sociabilité, un goûter d'anniversaire, un McDonald's avec les copains, un apéro entre amis pour les adultes, Mm. qui prend en compte tout ça. Ça, c'est la vie. La Et vie, ça quoi. pose pas Voilà, de c'est ça. problème. Voilà, la vie. Donc ça, le premier point. Donc la formation, c'est diététique et hypnose. Et également un point, parce que tu m'as demandé ce que m'avait apporté le côté hypnose. Oui, il est essentiel. Mais tu vois, le côté diète
éthique et toute cette connaissance l'est également. Quand je me suis formée à l'hypnose, j'ai également fait l'erreur d'accepter des demandes au téléphone de rendez-vous où les gens me disaient non, non, mais la diététique, ça m'intéresse pas, tout ça, je veux que l'hypnose. Et ça marchait pas parce que des fois, Hmm. selon ce que je mange, je produis des hormones qui entraînent des pulsions, mais qui ne sont absolument pas émotionnelles, mais elles sont liées à des hormones. Tu le sais, les hormones sont puissantes. Aucun hypno ne fera quoi que ce soit face à une hormone. Donc, c'est pas de dire ne mangez pas ceci, mais de dire ah, remarquez quand vous mangez ça, que vous réagissez comme ça, ah ouais, dingue. Et ils ont l'explication. Et des simples ajustements, associations empêchent de produire ces hormones. Donc voilà, donc pour moi, c'est comme une table avec des piliers, les problématiques poids. Il y a un pilier psychologie, il y a un pilier famille et éducation, il y a un pilier évidemment alimentation, nutrition, et il y a ma propre construction identitaire également. Si tu ne vois pas l'un de ces 4 piliers, la table, elle se vautre, la chaise se vautre, ça marche pas. Donc aujourd'hui, pour moi, encore une fois, tout le monde ne va pas passer la porte d'une diététicienne, d'un psychologue, d'un hypno. Chacun va aller là où il doit aller. Et pour moi, il faut que chacun de ces accompagnants soit bien formé pour sortir un max de monde de ces problématiques alimentaires. Donc, ma formation, c'est transmettre tout cela. J'ai personnellement fait beaucoup de formations parce qu'à chaque fois que je sentais qu'il me manquait quelque chose, ben, j'allais me former. Et donc, c'est toutes ces formations, c'est des congrès tous les ans, c'est des DU. Et je prends tout ce qui m'a été vraiment utile, que j'utilise au quotidien, et je le transmets pour que les gens en transmettent un max. Donc, ces formations, on peut les retrouver www.diète-éthique.com, et il y a 2 onglets. Il y a l'onglet Espace praticien où on trouve les formations, et il y a onglet Espace patient avec une carte de France, avec tous les hypnos que j'ai pu former. Donc, ils sont tous Hmm. formés en diète, éthique et hypnose, psychologie du comportement alimentaire, et on peut retrouver des gens qui accompagnent du coup avec toute cette expertise partout en France en présence, et certains également en visio si jamais on ne trouve pas dans sa propre ville. Génial. Merci beaucoup, Émilie, pour cet échange passionnant. Je pense que ça va inspirer beaucoup de nos collègues. Et puis, écoute, bah, voilà, je te remercie et puis je te dis Merci à à toi. très bientôt. À très bientôt. Tu as aimé ce contenu? A priori, oui, puisque tu es encore là et vraiment, je te remercie infiniment. Mais si tu as envie vraiment de m'aider à diffuser Thérapeute Kids et tous les contenus qui sont dans ce podcast, je t'invite à me laisser dès maintenant 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur ta plateforme de podcast préférée. N'hésite pas à rajouter un commentaire si tu le souhaites. Je les lis tous et vraiment, c'est ce qui met du baume au cœur et qui invite à continuer de diffuser gratuitement tout ce que je te partage dans ce podcast et dans les autres contenus que tu peux trouver sur les réseaux sociaux. Et en parlant de réseaux, si tu penses que ça peut être utile pour un collègue et que tu souhaites le partager, n'hésite pas à me taguer @IsabelleAblin ou kiddy.mine sur Instagram. Je te dis à très vite.